Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation que je pense beaucoup reconnaîtront. Imaginez la scène, une réunion d'équipe, la tension monte d'un coup, deux collègues s'affrontent et assez violemment. Tous les regards se tournent vers le manager. Et là, rien. Un silence, un peu gêné, quelques mots pour vite passer à autre chose. On a tous vécu ou au moins vu un moment comme ça. Tout à fait. Eh bien, on a reçu une analyse de cas très détaillée qui décortique justement un de ces moments. Ça se passe dans une unité de soins et on va essayer de comprendre ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce silence. L'objectif, c'est pas de juger ce manager, mais de démonter la mécanique complexe de ce qui ressemble à première vue à une simple panne de courage. C'est exactement l'enjeu. Parce que ce qui est fascinant, c'est que ce silence, ce n'est pas un vide. C'est le symptôme de plein de forces invisibles qui s'entrechoquent à cet instant précis. On a tendance à penser en termes de «il a bien» ou «mal agi», mais la réalité est beaucoup plus riche. On va voir que la psychologie du manager, la dynamique de l'équipe, et même la façon dont le travail est organisé, tout ça converge pour créer cette paralysie. C'est une enquête systémique, pas un procès. D'accord. Alors, posons le décor. Qui est ce manager au centre de la tempête, hein? Alors, c'est un personnage clé. Il est faisant fonction cadre. C'est un statut hyper précaire. Ah oui. Ça veut dire qu'il n'est plus vraiment un soignant comme ses collègues, mais il n'est pas encore perçu ou il ne se perçoit pas comme un cadre légitime. Il est entre deux chaises et ça fait seulement 6 mois qu'il est dans ce rôle. Il cherche sa place. De service lui a dit, lors de sa dernière évaluation, qu'il avait une fragilité dans la posture d'arbitre. Ça, c'est le genre de phrase qui doit résonner dans la tête. Ah oui, c'est terrible. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. On lui met une étiquette de fragile en arbitrage sur le front, et du coup, il devient hyper vigilant sur ce point. Il a une pression monstre, et au lieu de le rendre plus fort, ça risque de le paralyser à la minute même où il devra arbitrer. Il sait qu'il est attendu au tournant. Et le tournant, il arrive en pleine réunion d'équipe. Le conflit éclate entre Léa, une aide-soignante, et Julie, une infirmière. Et ça ne fait pas dans la dentelle. Léa lance, devant tout le monde, «De toute façon, Julie, tu ne remets jamais la protection correctement. C'est un manque de respect.» C'est une attaque frontale, personnelle. Et la réponse de Julie est tout aussi révélatrice. Elle ne répond pas sur le plan technique, sur la protection elle-même. Non, elle contre-attaque. Si tu faisais tes tours de change plus régulièrement, on n'en serait pas là. Le reste n'est pas mon problème. Elle renvoie la balle. Elle renvoie la faute et elle se protège derrière le protocole. Le chacun son travail, quoi. La tension est à son comble. Le vrai sujet, le bien-être du patient, est déjà oublié, remplacé par un duel d'ego. On imagine la scène, toute l'équipe qui baisse les yeux, le silence qui s'installe, et notre jeune cadre qui sent 20 paires d'yeux braqués sur lui. À l'intérieur, l'analyse nous dit que c'est le chaos. Il est sidéré, il a une bouffée de chaleur, il a peur. Hmm. Il vit ça comme une attaque personnelle contre l'harmonie qu'il essaye de créer. Et en fond sonore, il y a la petite voix de son chef qui lui répète « Tu dois t'affirmer ». C'est une réaction de stress tout à fait classique, ce qu'on appelle le figement, le freeze en anglais, face à une menace perçue. Ici, c'est une menace sociale pour son statut, son identité. Son cerveau reptilien prend le contrôle et appuie sur pause. C'est un court-circuit. J'ai accompagné un manager qui a vécu ça et qui me disait « C'était comme si mon cerveau s'était débranché. Je savais ce que je devais faire, mais mon corps refusait d'obéir. » C'est une réaction physique, pas juste un manque de volonté. D'accord. Et ce chaos intérieur, comment il se manifeste à l'extérieur? Qu'est-ce que l'équipe entend? L'équipe entend une tentative désespérée de reprendre le contrôle, qui est en fait un aveu d'impuissance. Il dit « Bon, on n'est pas là pour régler des comptes personnels, on verra ça plus tard. Passons au patient suivant. » Le fameux « on verra plus tard ». Exactement. En gros, il met un couvercle sur la marmite en ébullition, mais il n'éteint pas le feu. Le conflit est juste repoussé. Il va s'infecter en silence dans les couloirs. D'accord, le décor est planté et c'est assez angoissant. La grande question, c'est donc pourquoi? Pourquoi cette paralysie et l'analyse qu'on a sous les yeux refusent la réponse simple du «il n'a pas eu le courage». Elle propose de regarder la scène sous plusieurs angles différents, un peu comme dans un film où on revoit la même action depuis plusieurs caméras. C'est la seule façon de comprendre. Au lieu de se demander « pourquoi est-il nul ?», qui est une question stérile, on se demande « quelles forces ont produit ce résultat ?» C'est comme pour un accident de voiture. On peut regarder le conducteur, bien sûr, mais il faut aussi regarder l'état de la route, la météo, la mécanique du véhicule. Ici, c'est pareil. On va regarder le manager, la relation entre les deux soignantes, l'équipe, le métier et même l'hôpital tout entier. Allons-y. Première caméra, zoom sur le manager lui-même, son état psychologique. On parle de crise identitaire. Oui,
Il est en plein dedans. Il souffre de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il se demande constamment s'il est légitime. Et puis, il y a cet idéal qu'il s'est construit. Il veut être un cadre bienveillant. Un manager apprécié? Voilà, qui maintient l'harmonie. Sauf que gérer un conflit, ça demande d'être un cadre-arbitre. Et un arbitre, par définition, va déplaire à quelqu'un. Son silence, c'est un mécanisme de défense pour protéger son image de gentil manager. Il fuit le conflit pour ne pas avoir à affronter le fait qu'il ne peut pas être aimé de tous, tout le temps. Il est donc piégé par sa propre vision de son rôle. Mais il n'est pas seul dans la pièce. Son silence, son inaction, ça envoie un message très fort aux autres, non? Un message énorme. Et c'est notre deuxième angle de vue, la communication, la relation. Il y a un principe de base qui dit « on ne peut pas ne pas communiquer ». C'est vrai. Son silence est une communication. Il dit à Léa, celle qui a attaqué, « tu as le droit de faire ça ici, il n'y aura pas de conséquences ». Il dit à Julie, celle qui a été attaquée, « ne compte pas sur moi pour te protéger ». Et il dit à toute l'équipe, « ce genre de problème est ingérable. Débrouillez-vous ». Son silence crée plus de chaos qu'une intervention, même maladroite, n'aurait pu le faire. Et on tombe dans une sorte de piège relationnel. L'analyse décrit une dynamique où Léa est la persécutrice, Julie la victime, et le manager se retrouve lui-même en position de victime de la situation. C'est ça. Personne ne joue le rôle de l'adulte dans la pièce. Celui qui dit stop, on se calme et on parle. Exactement. Chacun est coincé dans son rôle, et le silence du manager les y enferme encore plus. Il ne propose aucune porte de sortie. Ce qui nous amène directement au troisième angle, l'impact sur l'équipe tout entière. Oui, l'effet de groupe. On peut imaginer que la confiance en prend un sacré coup. Plus que ça, il faut voir une réunion d'équipe comme une sorte de bulle de sécurité. C'est un espace où, implicitement, on accepte des règles de respect pour pouvoir travailler ensemble. L'attaque de Léa, c'est comme un coup d'aiguille qui vient de faire éclater cette bulle. D'un coup, l'air est irrespirable, plus personne ne se sent en sécurité. Et le rôle du manager, c'est d'être le gardien de cette bulle. C'est à lui de la réparer en réaffirmant les règles. Stop, pas comme ça, pas ici. En ne le faisant pas, il laisse tout le monde à découvert et la confiance est rompue. Et la nature ayant horreur du vide, si le leader officiel ne prend pas sa place, un autre le fera. Un leader informel, pas forcément le plus bienveillant, va émerger pour combler ce vide. De toutes ces explications, celle qui me frappe le plus, c'est la suivante. L'analyse dit que c'est une occasion manquée. Parce que derrière ce clash violent et personnel, il y avait un vrai sujet professionnel. C'est le cœur de la tragédie en quelque sorte. C'est notre quatrième angle, celui du travail lui-même. Si on enlève les noms et les accusations, de quoi parlait-on? D'un patient qui a potentiellement une protection souillée. C'est un vrai problème de qualité des soins. Léa, avec ses mots très maladroits, parle du travail réel, du confort du patient. Julie, elle, se défend avec le travail prescrit, le protocole. Sous la dispute, il y avait une discussion essentielle à avoir. Comment on travaille ensemble pour que ce patient soit bien pris en charge? Notre protocole est-il suffisant? Le silence du cadre a tué dans l'œuf cette possibilité de transformer une dispute en une réflexion collective pour améliorer le métier. Et ça boucle la boucle avec le dernier angle, celui de l'institution, de l'organisation. On a l'impression que le système tout entier a contribué à cet échec. Absolument. On retrouve notre fameuse prophétie autoréalisatrice. L'organisation, via son chef, a pointé une fragilité et la pression mise a contribué à ce que la fragilité se manifeste. Mais il y a un autre élément institutionnel majeur. Pourquoi ce conflit éclate-t-il en pleine réunion d'équipe devant tout le monde ? Bonne question. Probablement parce qu'il n'existe aucun autre endroit pour que ces tensions s'expriment. Pas de groupe de parole, pas de réunion de régulation, pas d'espace dédié pour parler des difficultés du métier. Du coup, la réunion plénière devient le seul déversoir, la poubelle de toutes les frustrations accumulées. Le symptôme apparaît là parce qu'il ne peut aller nulle part ailleurs. L'analyse ajoute même une dernière couche qui est éthique. En choisissant de calmer le jeu à tout prix, le manager a fait un choix, même inconsciemment. Il a privilégié la paix sociale à court terme. Plutôt que de s'attaquer au vrai problème, le lit mouillé du patient. C'est un dilemme terrible. En disant « on verra plus tard », il a involontairement priorisé le confort de l'équipe et le sien sur le confort et la dignité du patient. Dans une organisation de soins, c'est une faute éthique par omission. L'urgence, ce n'est pas la réunion, c'est le soin. Le diagnostic est complet et c'est assez implacable. On a démonté le moteur. Maintenant, la question qui tue, c'est facile de critiquer depuis notre fauteuil, mais concrètement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Quelle aurait été la bonne réaction dans le feu de l'action?
C'est là que l'analyse devient vraiment utile. Elle passe du diagnostic à l'action. L'idée centrale, c'est que comprendre ces différentes forces en jeu permet de sortir de la culpabilité personnelle, je suis nul, pour entrer dans l'action professionnelle, comment j'agis sur ce système. La solution proposée est une stratégie en 2 temps, très claire. Il faut séparer la gestion de la crise de la résolution du problème. 2 temps, c'est-à-dire? Premier temps, immédiat. Dans la seconde qui suit l'attaque, il faut agir sur la forme. L'objectif est de protéger le groupe, de réparer la bulle. Il aurait pu dire, calmement mais fermement, stop. Juste stop. Oui. Léa, le sujet que vous soulevez sur la qualité des soins est important et on va le traiter. Mais la manière dont vous le faites, en attaquant personnellement Julie devant tout le monde, est inacceptable. On ne règle pas les comptes comme ça ici. Je vois. Il ne dit pas qui a tort ou raison sur le fond. Il pose juste une limite, un cadre. Il réaffirme les règles du jeu. C'est un acte d'autorité qui sécurise tout le monde, y compris Léa et Julie, même si elles sont en colère. Il montre qu'il y a un pilote dans l'avion, et seulement après avoir sécurisé le contenant, il peut passer au 2e temps, qui sera différé. Le traitement du fan? C'est ça. Le fameux « on verra ça plus tard », mais un vrai plus tard cette fois. D'accord. Il pourrait enchaîner avec la question de la prise en charge de ce patient est notre priorité. Je propose que Julie et Léa, nous voyons toutes les 3 à 11 heures pour analyser factuellement ce qui s'est passé et trouver une solution. Maintenant, reprenons l'ordre du jour. Là, il valide la légitimité du problème, il le sort de l'émotionnel pour le ramener sur le terrain professionnel et il propose un plan d'action clair. C'est vrai que cette distinction entre forme et fond, immédiat et différé, change tout. Vouloir tout régler d'un coup, à chaud, c'est souvent la meilleure façon d'échouer. C'est mission impossible. D'abord, on arrête l'incendie, ensuite on enquête sur ses causes. Et au-delà de cet incident, comment ce manager peut-il construire une posture plus solide sur le long terme? L'analyse propose 3 pistes qui dessinent un vrai parcours de professionnalisation. La première, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle la légitimité par le tiers, c'est-à-dire fonder son autorité non pas sur sa personne, faites ça parce que c'est moi le chef, mais sur les règles, les protocoles, la loi. Il devient le garant d'un cadre qui le dépasse, ce qui est beaucoup moins coûteux psychologiquement. La deuxième piste est un vrai changement de mentalité. Accepter la conflictualité. Une phrase dans l'analyse m'a marqué, « Le rôle n'est pas d'être aimé, mais de rendre le conflit constructif ». Ça va totalement à l'encontre de son désir d'harmonie. C'est sans doute le deuil le plus difficile à faire pour un manager qui vient de l'équipe. Comprendre que le conflit est normal, qu'il est même le moteur du changement. Le but n'est pas de l'étouffer, mais de le canaliser pour qu'il produise de l'intelligence collective, comme on l'a vu avec le débat sur la qualité des soins. Et la troisième piste, c'est tout simplement de se former, de passer de la logique du soignant, qui est une logique de faire, à celle du manager, qui est une logique de faire faire. C'est essentiel. Manager est un métier qui s'apprend. On n'est pas un bon manager juste parce qu'on était un bon technicien. Ces 3 points, s'appuyer sur le cadre, accepter le conflit et se former, c'est ce qui transforme un faisant fonction en un véritable professionnel du management. Pour conclure, il y a 2 métaphores très fortes dans cette analyse. La première est « Le conflit n'est pas un échec du management, il en est la matière première ». J'aime beaucoup celle-là. Et la seconde est « L'objectif n'est pas d'éviter les vagues, mais de construire un navire assez solide pour les traverser ». C'est une synthèse parfaite. On est parti d'un simple silence, d'un moment de flottement, pour explorer tout un écosystème. Cette grille de lecture montre bien que le premier rôle d'un cadre, c'est de garantir le cadre. C'est en tenant ce cadre que l'on permet aux équipes de travailler sereinement et de gérer les vagues inévitables du quotidien. Et pour laisser peut-être une dernière question en suspens, toute cette analyse est très justement centrée sur le manager, sur son pouvoir d'agir. Mais on pourrait retourner la question. Quelle est la part de responsabilité de Léa et Julie dans leur manière de gérer leurs désaccords? Et surtout, quelle est la responsabilité de l'organisation qui crée ces statuts précaires, qui ne met pas en place d'espace de régulation? La question finale pourrait être comment une équipe, et même un hôpital entier, apprend-elle à construire le navire collectivement, au lieu de tout attendre d'un seul capitaine, souvent bien seul face à la tempête?